Aujourd'hui, la technologie est une richesse. Le développement doit provenir de l'intérieur, avec vos ingénieurs, en créant du travail, en donnant du travail à d'autres personnes aussi, en augmentant ses pouvoirs d'achat. C'est là où nous allons avoir une croissance économique dans notre pays. L'entreprise, quand on a commencé, c'était encore rien. Mais aujourd'hui, on a fait juste une petite évaluation. Avec le branding qu'on a créé, l'entreprise est déjà à 15 millions de dollars. Et là, on va à DIC Mining Week. Et puis, on va travailler sur pas mal de projets. Et je pense que ça sera une très très belle opportunité de pouvoir encore reprendre cette aventure parce qu'on a cette culture d'aller tout le temps à DIC Mining. Ça, c'est notre deuxième fois. C'est vraiment un événement qui réunit pas mal de personnalités, plusieurs personnalités qui viennent de plusieurs pays africains et même en Europe et en Asie. Les Rémi, ouais, il faut que... Là, c'est mon petit ticket, c'est pas mal. Wow. J'ai dit qu'il ne plaît pas parce que s'il pleut, on n'a qu'aujourd'hui arrivé parce que c'est demain que l'activité va commencer le DIC Mining. Donc il faut qu'on arrive. Je prie qu'il ne pleut pas. Parce que là c'est chaud. On va pleuvoir bien. Merci. Release doors, cross-check and confirm according to checklist. Thank you. Thank you and have a good evening. Il y a quelque chose d'intéressant que j'aime dans ces sacs, c'est qu'il a tellement d'histoires que je n'arrive pas en fait à ces valises, je n'arrive pas à l'abandonner. C'est cassé presque partout et ça fait plein de voyages et ça fait déjà en fait plusieurs provinces en même temps, mais je l'oublie jamais, en fait je l'abandonne jamais. Et c'est ce qui est intéressant en fait avec cette valise. Et ça a tellement des histoires que je crois en fait à pouvoir même montrer, de garder ça comme une œuvre d'art et ça a tellement des histoires, ça a passé par des provinces, des pays et jusqu'aujourd'hui en fait ça existe toujours. Et heureusement j'ai voulu en fait acheter une autre valise mais je n'ai pas eu le temps et c'est là en fait c'est quelque chose de tellement intéressant et d'important de voir à quel point que je peux garder une valise comme ça. Merci. Je vous remercie. J'espère que tout le monde va bien. Nouvelle journée ici à Lubumbashi, nouvelle journée pour les DIC Mining. Et là c'est notre premier jour, on va à la DIC et là on va rencontrer une personne extraordinaire, c'est Sylvain Mobenga où on va s'unir avec lui, on va aussi parler d'un sujet très important sur la technologie dans le domaine minier. Et on va vraiment faire toute une épisode derrière ça. Et je crois que ça sera une très très belle opportunité, très bonne chose. Ouais. Oh. En fait là, Bénédicte nous sort rapidement. Oh. Là on va passer le temps de monter sur des moteurs. Waouh. C'est je crois que c'est l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. C'est bien construit. Je ne sais pas si vous remarquez derrière moi. C'est super intéressant. Oh, Caravelle jusqu'à Caravelle. Tu en as combien? Bon, s'il faut réfléchir rapide. Ok, d'accord. Ça veut dire qu'il fallait mettre le boîtier à la main. C'est nickel. Wow. On aimerait d'abord que vous puissiez vous présenter en bref
pour que nous puissions, pour que les gens en fait sachent qui vous êtes. Peut-être les gens ne vous connaissent pas, il y en a d'autres qui ne vous connaissent pas, il y a d'autres qui vous connaissent. Alors, si vous pouvez d'abord vous présenter. Bon, vous m'avez déjà présenté vous-même, oui. Donc c'est ça la meilleure présentation. Mon nom, Sylvain Moubenga. On a déjà réalisé quelques émissions avec Jérémy. Si vous allez faire un petit parcours, vous trouverez il y a des émissions où je me suis vraiment présenté en long et large en termes de carrière. Mais présentement, je suis le CEO ou le directeur général des ALTech, basé à RDC. C'est Advanced Luminary Technology. Donc nous fournissons les technologies adaptées aux besoins des petites, moyennes et grandes entreprises et pourquoi pas aux services publics et privés. Et nous nous focalisons surtout dans la transformation digitale des entreprises de bout en bout. En fait, là actuellement, on se retrouve à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, comme je viens de dire. Et c'est une province très stratégique en domaine minier. Il y a tellement de matières où nous pouvons fabriquer des téléphones, des batteries, plein d'autres choses. Alors que la plupart des produits qui sont exportés, si je peux dire, au niveau de l'extérieur, c'est toujours en brut. Yeah. Et ça revient ici, transformé, ça veut dire que ça va être vendu 100 ou même 200 fois le prix qu'ils ont acheté ici. Alors, j'aimerais vous poser en fait cette question. Étant qu'expert de la technologie, vous avez vécu avec tous ces gens-là des Silicon Valley qui sont en train de transformer ces produits-là, toutes ces matières qu'ils sont en train de récupérer ici. Alors, quels sont les moyens que vous pensez que ça pourrait être idéal pour que nous puissions sur nous-mêmes aussi de transformer nos produits? D'abord, essayons un peu de décrire la situation d'une manière globale. La RDC, c'est parmi les pays les plus riches du monde en termes de potentiel. Okay? Nous regorgeons des ressources naturelles et uniques qu'on ne peut pas trouver dans d'autres pays au monde. Par exemple, vous avez le coltan, grande quantité de coltan en termes de provision du monde. Vous avez les cuivres en RDC. Vous avez surtout les minéraux stratégiques comme les tantales. Et tout ça, nous le retrouvons en RDC. Et à part ça, on a encore d'autres ressources. Nous avons une jeunesse très jeune. Nous avons aussi côté professionnel, il y a des gens aussi qui sont déjà aguerris à pouvoir amener une transformation digitale dans tout le domaine précis, même que ce soit dans le domaine minier, dans le domaine agrotech, business, et nous avons tout ça. Alors vous êtes nombreux à visualiser mes vidéos sans de vous abonner. Vraiment, prenez le temps de vous abonner parce que c'est un travail énorme et ça me demande beaucoup d'argent de financer, de travailler, de monter. Comme là, on vient de faire un projet comme ça, on a perdu le projet. On devait acheter des logiciels pour récupérer le projet parce qu'on a perdu le projet d'un épisode qu'on devait sortir. Et donc tout ce qu'on fait ici, ça me demande énormément d'argent. On est juste passionnés. Alors quand vous abonnez, vous nous encouragez davantage et de faire ce que nous sommes en train de faire. Vraiment, prenez le temps de vous abonner, de liker, de commenter aussi par rapport aux vidéos que nous sommes en train de faire. Et on a besoin aussi de savoir exactement quelles sont les provinces que vous aimeriez que nous puissions parler et quels sont les sujets que vous aimeriez que nous puissions aborder. Parce que cette chaîne, pour tout ce qui est savoir africain. Vous imaginez que dans ce bâtiment que vous voyez, il y a autant des entrepreneurs, des acteurs miniers. Il y a énormément en fait tout ce qui va être dit et même sur des ateliers qui vont être faits ici. C'est le DSC Mining Week. Alors le DSC Mining Week, c'est un événement clé surtout pour tout ce qui est minière et tout le reste, mais c'est vraiment aussi un événement qui réunit énormément des exposants qui viennent en fait de plusieurs thématiques, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans plusieurs filières ou ce domaine, qui vont en fait de pouvoir mettre en avant en fait leurs biens et toute leur sagesse. Pourquoi il y a toujours une barrière qui fait qu'on ne puisse pas traverser vers le monde des non-industrialisés dans un monde plus industrialisé? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent dedans. Okay? On doit avoir une ressource humaine capable de pouvoir amener des nouvelles idées ou bien des nouvelles innovations afin que nous puissions nous-mêmes transformer en local. Mais déjà, on peut se servir d'exemples. Il y a aujourd'hui des entreprises comme les TKF Fungurume qui transforment déjà la cuivre en quelque chose de cathode. Okay? Avec les cathodes, ça peut déjà nous permettre à utiliser ça pour avoir une transformation locale, comme fabriquer des câbles électriques et tout. Il y a d'autres entreprises qui essayent de fabriquer, mais la plupart des entreprises sont toujours des entreprises étrangères. Mais ça manque une main-d'œuvre aussi locale qui doit être motivée par des formations dans des énergies, par exemple, comme des chimies vertes. Et ça doit aussi venir dans des formations, par exemple, comme des Genera. Et pourquoi pas le partenariat avec d'autres entreprises dans le monde occidental, okay, pour
pour par exemple fabriquer les batteries électriques comme les Tesla et d'autres startups aussi au niveau de l'Europe, afin de pouvoir créer cette synergie qui amènera cette expertise d'abord au niveau local, parce que la formation c'est très important comme on en a parlé, mais moi je pense que le partenariat et aussi l'investissement côté gouvernement en éducation, ça permettra à ce que nous puissions avancer plus vite. Nous avons besoin vraiment dans ce qu'on appelle les skills qui peuvent faire cette transformation-là devenir une réalité. Oui, effectivement, parce que comme là, on vient de parler de gouvernement, alors si maintenant on veut réfléchir nous-mêmes, étant que de jeunes, étant que de passionnés, alors quels sont les moyens que nous pouvons faire? Parce que nous aussi, on a ces produits-là, ça se trouve dans notre pays. Pourquoi pas aussi créer des initiatives? Alors, c'est pourquoi je voulais en fait vous demander, est-ce que ça sera aussi important que, étant que des privés, comme je peux dire, que nous puissions travailler pour faire valoriser et transformer nos produits sans attendre qu'il y ait des gouvernements qui puissent se mettre sur ça? Il y a possibilité de le faire, comme on a dit. Et tout, fondamentalement, ça revient toujours en termes d'éducation et en termes d'investissement. Parce qu'aujourd'hui, oui, on a des universités qui sont sur place, mais est-ce que dans nos universités à nous, on sort vraiment des produits finis capables d'amener cette innovation sur le terrain? Je ne pense pas que c'est un problème lié aux étudiants ou aux professeurs, non, parce que si vous regardez dans le monde occidental, vous avez les grandes boîtes, les grandes sociétés qui collaborent avec les universités afin de pouvoir amener ces produits finis ou bien amener cette innovation-là au niveau même des jeunes. Et les jeunes vont aussi essayer de réfléchir pour amener l'innovation de la société. Moi, je me dirais que, par exemple, des entreprises comme les Glencore, qui sont basées ici en RDC, il faut qu'ils collaborent avec nos universités à nous pour que les étudiants, quand ils sont là déjà à l'université, qu'ils apprennent ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Parce que la base, ça vient de là. Et quand vous apprenez l'entrepreneuriat et vous arrivez aussi à déjà voir les technologies locales qui sont utilisées pour développer des secteurs bien précis, et ça leur donnera aussi des idées à innover et à trouver des solutions à des problèmes qui sont réels. Moi, je pense que si vous faites la symbiose de l'éducation et aussi de l'entrepreneuriat avec un partnership avec les entreprises qui sont dans le monde occidental, ça peut booster notre jeunesse à pouvoir aussi créer des produits en local. Il y aura tellement des opportunités et des moyens de se connecter avec des gens, des personnalités et même des acteurs miniers, que ce soit dans la production et même dans la transformation en fait, de plusieurs matières qui se trouvent ici au Katanga et même au Congo. Parce que l'événement, en fait, son but, c'est de pouvoir en fait, parler des problèmes et parler aussi de solutions qui vont pouvoir permettre à la RDC de pouvoir bénéficier et surtout de bénéficier de ses sous-sols et bénéficier aussi de sa transformation. Parce qu'il faut déjà savoir que nos produits et tout ce qui est récolté ici ne sont pas transformés. Alors cet événement a pour but de pouvoir échanger et de discuter surtout ce qui va se passer ici pour pouvoir mettre en avant tous ces aspects-là, tous ces problèmes, afin de trouver des solutions. Et c'est pourquoi il y aura des ateliers, il y aura des échanges, il y aura des réseautages, il y aura tellement des opportunités qui vont être mis ensemble pour pouvoir permettre à chaque personne de pouvoir attirer quelque chose et surtout de créer un climat qui va permettre que nous, étant que des Congolais, étant que des étrangers, parce que ce sont des étrangers qui investissent aussi ici, étant que des Congolais, pour trouver cette solution, pour trouver ces opportunités, pour trouver aussi ces moyens qui vont permettre que tout le monde de pouvoir en bénéficier et tout le monde en fait de pouvoir s'enrichir. Parce qu'aujourd'hui, comme on dit que le minerai que nous avons, ça devient comme un problème pour nous, ça devient comme une malédiction, alors que ça devait être une opportunité pour nous, alors que ça devait être un moyen pour nous de s'enrichir, de devenir l'un des pays le plus puissant au monde. Pourquoi pas que ce soit aussi le cas? Alors, dans cet événement DRC Mining, on va en fait vraiment parler de ces sujets-là et échanger, vous faire en fait démontrer tout ce qui va se passer. Et pas seulement tout ce qui va se passer, mais vraiment vous mettre en challenge et vous faire comprendre en fait ces problèmes et toutes ces situations que nous avons dans notre pays qui vont trouver des solutions, qui vont être une opportunité aussi, qui vont être un moyen de pouvoir se développer. Alors comme vous êtes expert dans tout ce qui est technologie, quelles sont les compétences que vous pensez que les autres pourront apprendre pour pouvoir utiliser les matières premières que nous avons ici pour pouvoir les transformer? Parce que je vis au niveau du Kenya, au niveau de Tanzanie, au Kenya, il y a des jeunes qui ont décidé de commencer à créer des robots, à créer des choses pareilles. C'est ça qui crée en fait cette initiative de pouvoir évoluer. Quelles sont les compétences par rapport à vous, selon vous, que les jeunes pourront commencer à continuer à apprendre en fait? C'est vraiment une bonne question. Je pense que de ce côté-là, on peut aborder les sujets de deux manières. Le premier volet, c'est vraiment ce qu'on appelle les hard skills. Hard skills, ça veut dire le corps, le fondamental.
Okay? Et le deuxième, c'est le soft skills. Le soft skills, ça veut dire que quelque chose que le jeune ou bien les étudiants peuvent apprendre aussi d'eux-mêmes. Dans les hard skills, moi, je conseillerais plus à mettre accent surtout sur l'artificial intelligence, okay? Mettre accent sur la programmation avec les Python et autres, et mettre accent aussi sur l'ingénierie, par exemple la métallurgie, mettre accent sur tout ce qui est synergie, par exemple, okay? Mettre aussi l'accent sur tout ce qui est langage, Python et autres. Ça, ce sont des hard skills. Mais avec les hard skills, ça ne suffit pas pour devenir un vrai business person ou bien un innovateur. Un innovateur, tu dois d'abord apprendre l'entrepreneuriat, savoir que tu n'as pas besoin de terminer l'université et aller te trouver toujours un boulot. Tu peux être à l'université et développer déjà ton propre entreprise. Nous avons des exemples comme le Mark Zuckerberg. Ils l'ont fait. Il était à Harvard, c'est en deuxième graduat qu'ils ont créé Facebook. Et nous avons des exemples comme Elon Musk avec Tesla. Ils ont débuté leur première entreprise avec PayPal que nous utilisons aujourd'hui. Ce sont eux en fait le fondateur de cette structure. Ils ont débuté ça aussi à l'université. Et on a des exemples comme ça pour démontrer que si on apprend les hard skills, on les combine avec ce qu'on appelle les soft skills, l'entrepreneuriat, la gestion de projets, par exemple le management. Et tout ça, si vous combinez ça, on sortira vraiment de produits finis qui seront capables d'amener cette innovation-là sur le marché. Et ça, on le retrouve toujours dans la partie formation éducationnelle, ce que nous sommes en train de faire. Parfait. Alors, comment nous pouvons sensibiliser le jeune de pouvoir se mettre dans la technologie? Parce qu'on a remarqué, la jeunesse est distraite. Elle est même perdue actuellement à cause de tout ce qui est distraction. Exact. Et la technologie, ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de réflexion et tout ce qui est robotique et tout le reste. Comment nous pouvons faire avoir une jeunesse? Comment les jeunes pourront être capables de pouvoir assimiler toutes ces compétences-là et par rapport à votre expérience aussi? Premièrement, c'est d'abord la motivation. Tu dois être motivé à accomplir une vision ou un objectif. Aujourd'hui, dans notre jeunesse, moi je pense que nous manquons, je ne sais pas comment on a fait pour essayer de perdre cet enthousiasme-là, de pouvoir un jour dire, ok, moi j'envisage peut-être de devenir ingénieur ou bien astronaute et tout ça. Tout cet objectif ou ces ambitions-là, c'est vraiment très important, surtout dès le bas âge. Okay? Vous avez déjà une ambition de dire, ok, celui-ci est mon modèle, je vais devenir comme lui. Tout ça, c'est ce qui motive en fait une personne à accomplir un objectif dans la vie. C'est pourquoi les gens sont perdus, c'est pourquoi la jeunesse est perdue. Oui, ça c'est vrai, il n'y a pas de modèle parce qu'à un moment donné, on doit se dire la vérité, que notre sphère dirigeante en fait, ok, on a perdu confiance. On a perdu confiance avec la malgouvernance et tout ce qui est arrivé. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde pense que pour réussir ta vie, il faut toujours aller dans la politique. Pour construire une maison, il faut devenir politicien. Pour avoir une belle voiture, il faut toujours faire la politique. Mais ce n'est pas ça. La politique, normalement, ne devait pas payer à devenir riche. La politique devait être comme une ambition, en fait, quelque chose que tu veux faire pour aider la population, mais pas pour t'amasser la richesse. Mais c'est contraire dans notre pays. Mais aujourd'hui, nous qui venons de l'extérieur, qui avons aussi appris ici au pays, nous voulons changer ces paradigmes-là. Moi, j'étais très content avec l'émission qu'on a fait la fois passée au DRC Mining. J'ai eu beaucoup de gens qui sont venus vers moi me dire qu'on t'a suivi sur l'émission et on est vraiment motivé à accomplir des choses comme toi. Nous voulons que tu puisses être notre mentor et tout ça. Mais moi, ça m'a vraiment plu. Okay? Et ça m'a même étonné que déjà juste à partir de ça, vous pouvez déjà inspirer d'autres personnes à devenir comme vous. Et moi, c'est ces reflets-là que je vais donner à d'autres personnes, à d'autres jeunes, pour leur dire que vous pouvez accomplir vos visions, vos objectifs sans pour autant aller dans la politique. Premièrement, soyez motivés. Deuxièmement, il y a une part de la jeunesse, il y a aussi l'autre part de notre État ou bien de notre gouvernement. Le gouvernement doit investir sur l'éducation. Il doit restructurer nos universités. Il doit mettre beaucoup d'argent sur ça. Et aussi, pas juste l'université, il doit aussi mettre l'argent sur l'innovation, sur le fintech. Aujourd'hui, nous avons de petites entreprises qui se créent par-ci, par-là. Mais il n'y a pas moyen d'évoluer ou bien de s'étendre. Pourquoi? Parce qu'il y a manque de financement. Si vous allez, par exemple, avoir un capital quelque part, on doit vous donner trop de conditions. Okay? Pour avoir ça, pour obtenir ne fût-ce qu'un financement. Et aujourd'hui, le gouvernement doit comprendre les financements que nous sommes en train de parler ici, ça ne s'élève pas de l'ordre de 5 000 $, 10 000 $, 20 000 $. Non, vous ne faites rien avec ça. J'ai construit le produit que vous savez comme ALTech, mais ça, c'est des gros budgets qu'il fallait qu'on mette en place pour arriver là où on est. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment des structures dans notre pays qui peuvent permettre à financer les jeunes, à financer les fintech, afin de pouvoir aller de l'avant. Et aussi, les financements que je parle, ce sont des financements à risque.
Ce ne sont pas des financements pour dire que non, je lui prête l'argent pour qu'il vienne me rembourser après. Non, ce sont des financements. Vous croyez à l'idée qui est c'est FinTech et cette idée-là vous permet, vous, au gouvernement d'évaluer. C'est quelque chose qui va transformer en fait dans le pays et vous mettre ce qu'on appelle les financements à risque. C'est ce que les États-Unis ont fait avec Silicon Valley. Vous avez les venture capitalists, right? Avec les venture capitalists, ils regardent, vous exposez vos idées et ils disent OK, on ne te demande rien, on met l'argent. Dites-nous qu'est-ce que vous avez besoin pour vous étendre, pour relancer et commercialiser votre produit. Ils vous donnent des moyens. Et la plupart de ces jeunes ou bien de ces startups-là, aujourd'hui, ce sont des billion start-up ou bien entreprises. Donc, c'est en fait ça le trois volets, quoi. Parlons même de ça, de l'investissement, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement des startups qui sont en train de se propulser, mais il n'y a pas de financement. Nous ne devons jamais entendre le gouvernement. Alors, moi, je pense que pourquoi pas que nous puissions créer, par rapport à vous, par rapport à votre expérience, est-ce que nous ne pouvons pas créer un système qui va permettre qu'il y ait des investisseurs qui vont pouvoir se mettre pour financer de nouveaux projets. Prenons par exemple votre projet. Demande de financement. Alors, il faut maintenant créer cet écosystème-là. Par rapport à votre expérience, comment nous aussi, nous devons créer cet écosystème? Parce que moi, j'ai suivi au Silicon Valley. Il y a toute une avenue. Il y a des milliardaires qui sont en train de tester des projets, qui sont en train de voir, de pitcher, de comprendre le projet. Alors ici au Congo, ça peut aussi être possible. Pourquoi? Parce qu'il y a des millionnaires, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et ils ne savent pas où ils doivent mettre ça. Alors comme vous avez aussi été financé, quels sont les systèmes que nous pouvons mettre en place pour pouvoir permettre aux investisseurs et de mettre les investisseurs et puis les innovateurs comme vous ensemble pour que vous puissiez avancer ensemble? Je ne peux que donner des idées. Je pense que nous, de notre côté, on ne peut pas tout faire. Mais quand même, je peux avancer des idées. Mais ça, c'est vraiment notre objectif aussi. Que nous sommes en train de pitcher ou bien de faire appel aux millionnaires congolais, aux milliardaires congolais. Donc, vous qui avez de moyens, ce n'est pas juste en construisant des buildings, en construisant des maisons que vous pouvez accroître votre richesse. Aujourd'hui, la richesse, c'est la technologie. Je peux vous donner un exemple. Si on doit compter 4 milliardaires dans le monde aujourd'hui, on comptera 4, ils viennent tous de la technologie. Tous ils viennent de la technologie. Aujourd'hui, la technologie est une richesse. Mais on ne vous dit pas de mettre votre argent dans des entreprises ou bien dans des idées qui ne vont pas peut-être vous rapporter. Parce que je vous dis déjà que ce sont des investissements à risque. Ça veut dire que vous devez d'abord aimer l'idée. Vous devez voir que l'idée là est venue vraiment résoudre un problème réel dans la société. On doit vous donner le business plan pour vous convaincre à voir que ce business ici, peut-être après 5 ans, 10 ans, c'est un business qui va me rapporter beaucoup. Mais ce que nous faisons appel, c'est que ne gardez pas vos argent dans vos comptes bancaires. Parce que ça ne vous servira absolument à rien. Les intérêts que vous avez dans vos comptes bancaires après 5 ans, 10 ans, ça ne peut pas vous servir. Mais si vous donnez cet argent-là, vous financez les entreprises de tech dans des projets, dans des fintech, vous pouvez doubler, multiplier, quadrupler votre argent. Et aujourd'hui, vous voulez le développement du pays. Le développement du pays ne viendra pas des investisseurs qui viennent de l'extérieur. Le développement doit provenir de l'intérieur, avec vos ingénieurs ou bien avec d'autres personnes qui ont des idées innovantes, en créant du travail, en donnant du travail à d'autres personnes aussi, en augmentant ses pouvoirs d'achat. C'est là où nous allons avoir une croissance économique dans notre pays. En tout cas, on vous fait appel à vous, millionnaires, milliardaires, tout ce qui ont de moyens aujourd'hui. Financez votre pays, financez vos jeunes qui ont des idées innovantes afin de pouvoir accroître cette croissance économique que nous tous nous recherchons. Intéressant, intéressant. Alors, comment nous pouvons faire évoluer les succès des initiatives de la technologie ici au Congo? Je pense de ce côté, ça demande beaucoup d'investissement. Ça demande beaucoup d'investissement. Je pense qu'on n'est pas très loin de ça. Parce que si vous voyez déjà avec tout cet engouement de fintech qui est au niveau de la RDC, vous voyez toutes ces entreprises de mobile money qui sont créées ici en RDC, on était à 6% d'inclusion financière, mais avec les entreprises de mobile money, on est maintenant à 33%
de l'inclusion financière. Il reste beaucoup à faire parce qu'on sait qu'il y a au moins 70 millions de Congolais qui sont exclus de ces circuits financiers. La raison pour laquelle nous, par exemple, avec nos technologies, nous venons juste à l'appui pour permettre à ce que nous puissions avoir encore une large partie de la population qui va être inclue dans l'inclusion financière. On a des entreprises, par exemple, hier j'ai été étonné au niveau des DRC Mining Week, j'ai été appelé par Orange de pouvoir faire un pitch sur la migration vers les services locaux, on-prem, on appelle ça on-premises, ça veut dire que vous avez une entreprise, vous créez vos réseaux, vous créez votre propre système, mais maintenant ils demandent à ce que les gens puissent migrer ces systèmes-là vers les clouds. Donc Orange a construit aujourd'hui des data centers au niveau de la RDC qui permet aussi aux jeunes, aux startups, vous avez vos idées, votre technologie, vous pouvez aller chez eux, ils peuvent vous donner un environnement test et directement déployer vos produits en ligne. J'ai même vu ça au DC. Exactement. Donc tout ça, ce sont des accompagnements, ça vient, mais ça ne suffit pas. Ça demande au gouvernement congolais de pouvoir vraiment créer comme un village fintech. Là où il va mettre un écosystème, il va mettre beaucoup de moyens, appeler des experts de la diaspora congolaise qui ont vraiment besoin ou bien qui ont des soucis de leur pays pour pouvoir faire ce qu'on appelle les mentorship. D'autres gens. C'est un appel. Hein, exactement. C'est un appel. Yeah. Donc, pour faire ce qu'ils mentorship, on a vu ça au Botswana. Botswana, ils ont construit un mini Silicon Valley où on prend des étudiants, on les met dans des bootcamps et on appelle aux experts de pouvoir leur donner des formations rapides et aussi faire la suivi de ces jeunes-là afin de pouvoir développer un produit. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir une idée, vous pouvez créer un petit programme, mais créer une brand ou bien créer un produit qui va résoudre des problèmes réels de la société n'est pas une petite chose. Mais ces gens-là sont intelligents, mais il faut qu'ils soient encadrés. Pour qu'ils soient encadrés, ça demande aussi à notre gouvernement, à nous, de pouvoir mettre le financement. Et le financement, ils doivent le mettre juste aux gens, aux experts qui s'y connaissent. Et aussi, nous, les experts, on a aussi un devoir à faire. Si vous allez par exemple aujourd'hui au Kenya, vous avez les entreprises comme le Microsoft, les entreprises comme le Oracle. Ils ont installé leur base au niveau du Kenya, au niveau de l'Afrique du Sud, au niveau du Nigeria. Tu sais comment ça s'est produit? C'est parce que leur diaspora, qui était dans les fintech, sont allés vers ces boîtes-là, leur convaincre qu'il y a un besoin réel au niveau de notre pays. Venez, investissez et créons cet écosystème de formation des jeunes et vous pouvez accroître votre margin de vos business. Ça, c'est ce que nous avons compris et nous sommes en train de faire déjà. Nous avons convaincu déjà quelques entreprises au niveau de Silicon Valley qui d'ici là va faire ce qu'on appelle les joint ventures. Donc aujourd'hui, je m'attends à faire une combinaison entre une entreprise aux États-Unis et Altech qui est ici pour en fait avoir un financement qui me permettra à commercialiser ma structure très rapidement. Et si le gouvernement collabore avec nous, il y a des entreprises comme Microsoft qui nous connaissent, des Cisco Systems qui nous connaissent. On a été consultants là-bas. Pourquoi pas aller là-bas au nom du gouvernement, leur convaincre, venir aussi investir au Congo. Parce que quand ils viendront investir au Congo, ils ne m'engageront pas moi, ils engageront des jeunes universitaires. Et c'est ça, le gouvernement doit utiliser les experts comme nous pour pouvoir être leurs ambassadeurs à l'extérieur du pays et amener ces capitales ou bien ces investissements au niveau de la RDC. Donc en créant cet écosystème, cette partnership et aussi à faire appel aussi à la diaspora intelligente. Il ne faut pas juste nous laisser, nous qui sommes ici, de nous débrouiller. Il y a de la place pour tout le monde. Venez accompagner votre pays, accompagner votre jeunesse, créons cet écosystème. La transformation de la RDC ne viendra pas, on ne dit pas qu'on ne veut pas des gens de l'extérieur. Nos mains sont ouvertes pour les investisseurs de l'extérieur qui ont fait déjà leur étude du marché, qui veulent conquérir le marché. Venez, nous sommes un marché ouvert. Mais nous voulons aussi créer un marché local. Parce que si vous contrôlez votre propre économie, vous contrôlez votre propre marché, ça veut dire que vous allez contrôler, les sphères d'emploi, les sphères de l'économie et aussi, pourquoi pas, les sphères de toute la vie sociale de votre pays. Donc, c'est en fait ça. Intéressant. Yeah. Hey guys, j'espère que tout le monde va bien. C'est notre deuxième, je pense, troisième jour pour le DRC Mining. Alors c'est par aujourd'hui qu'on va finir notre vlog. Et déjà hier c'était vraiment chaud. Bonjour. Plusieurs activités
et c'est la partie où vous pouvez trouver en fait des voitures, des camions, toutes les sociétés minières et tout le reste, parce que comme là, je vais dire que l'activité vraiment, c'est pas seulement des activités minières, en fait, c'est vraiment une très grande porte pour toutes sortes de sociétés, parce qu'il n'y a pas seulement des sociétés minières, il y a aussi des banques, il y a aussi des startups. Et là, on va découvrir en fait les startups Money, qui est Altech, qui nous attend. Bienvenue au DRC Mining. Venez et je vais vous faire découvrir le produit de Altech. Ça, c'est notre stand. Et venez avec moi, comme ça on va explorer ensemble les produits que Altech a mis sur le marché. Venez avec moi. Je pense que nous avons eu beaucoup de temps pour voir quelques émissions que nous avons exploré le produit que Altech est en train de fournir pour le moment sur le marché congolais. Aujourd'hui, je vais vous faire voir aussi quelques innovations que nous avons amenées sur la place, afin que ça puisse vous donner déjà une idée de ce qui va être à venir. Parce que d'ici là, on commencera vraiment à commercialiser le produit à grande échelle. Pour le moment, nous avons le produit de pointage, appelé le produit des Main ID. Ça permet à suivre la traçabilité de temps d'arrivée et le temps de sortie des employés. Par exemple, quand l'employé vient le matin, il fait un check-in où il check le temps d'arrivée. Et quand il finit le boulot, il fait un check-out pour signer le départ. Et directement dans le système, ça calcule les heures que l'employé a passé sur site. Et à la fin de la semaine ou à la fin du mois, le système calcule le nombre de jours que l'employé est venu au travail et c'est connecté directement à un système de paiement, des salaires ou un système de payroll. Ça calcule aussi le montant que l'employé doit être payé. Nous allons faire le démo de nos produits. Comme ça, vous allez découvrir d'autres spécificités que nous avons apportées sur le système. Et pour faire un test, je ne vais pas toujours faire le test moi-même. Je vais appeler un de mes collègues pour venir faire le test. Ici, c'est le check-in. Vous pouvez faire le check-in. Voilà. Ça vous donne le temps d'arrivée de l'employé. Et aussi, maintenant, nous allons faire un check-out. Et ça vous donne l'heure à laquelle l'employé a fait un check-out. Et à la fin de la journée, le système calcule automatiquement le nombre d'heures que l'employé a passé sur site. Maintenant, on fera l'expérience des systèmes de paiement. Nous avons ajouté maintenant le paiement par carte. Par exemple, vous allez dans un supermarché, vous voulez payer avec votre carte. On clique ici, payer par carte. Je sélectionne en dollars, je mets le montant. 100 $ par exemple, je clique sur continuer, je mets ma main dessus. Le système va m'authentifier. Il me dit la carte à laquelle je vais payer avec et dans moins d'une seconde, le paiement va s'effectuer. Voilà, vous avez le paiement effectué. Et nous avons aussi les systèmes de paiement par paume de main et le paiement par téléphone. Le paiement par téléphone, on va peut-être tenter un exemple. Vous voulez payer par téléphone, on met les montants, par exemple à 1000 francs congolais. Vous sélectionnez la devise, et le pays, numéro de téléphone. Voilà, on clique continuer. Il doit normalement recevoir un OTP pour confirmer son PIN. Voilà, il a un OTP pour confirmer. Confirmer la transaction. Je pense que vous n'avez pas l'argent dans votre porte-monnaie, ok? Bon, valider, mais ça va quand même ne pas permettre. Voilà, la transaction est faite. Voilà, la solde n'est pas suffisante pour effectuer la transaction. Donc, il n'a pas la solde suffisante. Et là, on va maintenant faire l'expérience de paiement par paume de main. Pour le paiement par paume de main, nous venons là. Est-ce que je vais avoir mon téléphone? On met les montants. Par exemple, je vais payer à 1000 francs congolais. On fait continuer. Je scanne ma paume de main. Le système me reconnaît.
Et je dois normalement recevoir un OTP pour valider. Voilà, j'ai reçu un OTP pour valider la transaction. Je mets mon PIN. Le fonds n'est pas suffisant pour valider ma transaction. Donc c'est direct. Alors Sylvain, j'aimerais en fait qu'on puisse parler aussi de la nouvelle version de l'appareil que vous venez de mettre en avant. C'est une très bonne question. Oui. Ça, c'est maintenant la version 3 de l'équipement qui va être commercialisé au niveau de tous les points de vente et au niveau aussi du contrôle d'accès et aussi l'identification comme un système de pointage. Donc la première version, c'était un peu plus grande et la deuxième version, c'est un peu plus slim et il y a aussi une batterie incorporée qui peut durer 24 heures. Qui peut durer 24 heures et vous avez toutes les applications qui vont être déployées et chaque secteur utiliseront leurs applications qui sont appropriées à leur service. Donc, ça fait ça. Donc en parlant même, parce que là on est en train de parler de la transformation et ça tombe bien. Vous savez que ce produit a été fait au niveau de Silicon Valley ou ça a été produit dans quel pays? Exactement. Les équipements, par exemple, comme vous voyez les terminals, on les conçoit. Après avoir conçu, on le fait fabriquer dans l'usine parce qu'il faut fabriquer dans des usines qui ont vraiment de la haute technologie parce qu'il y a une précision côté microprocesseur qui doivent être pointe et aussi vous avez cette partie scannage qui vous prend beaucoup d'électricité qui doivent être générées pour vraiment capturer les veines et capturer la paume de main. Donc ça demande vraiment une technologie très avancée et ces microprocesseurs et tout l'équipement et tout ça est fabriqué au niveau de Silicon Valley. Mais je mettais pour la location parce que ce sont des histoires un peu sécuritaires. Mais oui, exactement. Donc on a une collaboration avec une entreprise là-bas qui fabrique des terminals pour nous, après avoir conçu ça. C'est vraiment intéressant de voir ça. Vous pouvez voir, c'est vraiment slim et c'est très rapide aussi comme pour scanner la main. Vous mettez votre temps de main dessus. Là, ça marche. Voilà. On peut voir aussi. Directement, vous allez observer ça. Vous avez un système très rapide qui vous reconnaît. Vous pouvez faire un check-out rapide. Et là, je me suis connecté juste avec mon téléphone, mon autre compte. Et vous avez très rapidement scanné. Tu peux avancer? Ma paume de main dessus. Il me reconnaît très rapidement qui je suis. Sylvain Mubena, il m'a fait un check-in la date. Je fais un check-out. Ça me reconnaît, ça dit qui je suis et on va tenter aussi les paiements, c'est mieux. Donc comme ça on explique tous les produits. Ici il y a l'application de paiement, clique sur ça, on ouvre, on est là. Et ici il y a le paiement par paume de main et là il y a le paiement par téléphone. Ici nous allons activer le module de cashback pour aller déposer, retirer l'argent dans des banques et dans les agents de mobile money. Et ici vous avez l'application de facturation de payer les factures et aussi payer les taxes qui va être activé après avoir négocié avec l'hôtel de ville et autres. On essaie le paiement, vous posez sur le paiement, on met les montants, par exemple un 100 francs, on presse sur continuer, vous mettez votre paume de main dessus. Le système va valider qui je suis et ça va m'envoyer un code OTP de mon opérateur qui est orange, voilà, pour que je valide. Je clique là, j'ai mis mon PIN, je valide là-bas. Et vous avez le paiement effectué. Là maintenant on vient de voir la transaction qui est effectuée. Mais maintenant, il faut prendre en compte que ici vous avez nous allons lancer avec un PSA. La validation ne se fera qu'à partir de la paume de main. On est en train déjà de faire les intégrations. Donc on n'aura même plus besoin de valider les flux. Plus question de valider. Il y a raison pour laquelle j'ai dit, tu peux ne pas avoir ton téléphone avec toi, tu laisses ça à la maison, tu vas dans un supermarché, tu payes juste à partir de ta paume de main. Plus besoin de carte physique, carte virtuelle, tu payes juste à partir de ta paume de main. Et maintenant, pour les gens qui vont peut-être tarder pour s'enregistrer, qui ne sont pas encore enregistrés, on va payer par téléphone. Mais maintenant, on va tester avec ton numéro, Jérémy. Tu as un compte Mobile Money? Oui, j'en ai. Ok, maintenant on va tester avec vous pour voir comment aussi c'est rapide. On met le montant. Vous avez quel réseau? J'ai Vodacom. Vodacom. On met par exemple comme 1000 francs congolais. Même si vous n'avez pas d'argent, on va désapprouver, mais on teste
pour voir ce qui va se passer. On met continuer, mettez votre numéro. Mettez le numéro ici, le camier. Non, non, pas les 0. Mettez juste le 89 parce qu'il y a déjà 243. Cliquez continue. Et là, vous allez recevoir un OTP venant de Vodafone. Donnez une seconde. Ah là, Voilà. je viens d'y recevoir la confirmation. Mettez 1 et puis cliquez encore. Voilà. Mettez votre PIN. À 4 chiffres, je pense. Même un mauvais PIN, ça va désapprouver, il n'y a pas de problème. Donc, mettez juste un PIN. Voilà, vous avez un paiement effectué. Là, ça fait. Okay. Ça vient de paiement passer. complété et vous m'avez donné votre 1000 francs. Ah, ok, intéressant, là, ça a marché. Yeah. Et aussi, en parlant de cette transformation-là, parce que on a remarqué que la plupart de ces transformations, ça s'est fait avec des sociétés qui coûtent des millions de dollars. Alors, qu'est-ce qui pourra être comme une idée de se dire, ok, ça va, nous sommes des Africains, on veut créer quelque chose dans tel pays et nous sommes des Congolais, on a tel cash, on a telle chose. Quelles sont les idées, quelles sont les initiatives que vous pouvez donner à des millionnaires, même à des milliardaires qui sont au pays ou qui sont même à l'extérieur, qui veulent en fait créer des sociétés qui vont transformer des produits tels que nous voyons ici. Exactement, c'est ce que nous avons fait appel Oui. aux millionnaires et milliardaires congolais. Quand cette entreprise a commencé, c'était encore rien, c'était encore des idées. Et aujourd'hui, on a construit tout ce qui est développement de nos produits. On a 3 produits sur le marché. Produits de paiement, produits d'identification biométrique qui peuvent remplacer passeport, carte nationale d'identité, permis de conduire. Mais pour le moment, nous l'utilisons pour un système de pointage au niveau des entreprises. Et il y a déjà un déploiement qui s'est déjà fait au niveau de l'hôpital Mamayemo à Kinshasa. Avec 5000 employés, ils sont gérés par ce système. Et vous avez aussi le produit de la sécurité, contrôle d'accès. À partir de la pompe de main, vous ouvrez le porte. L'entreprise, quand on a commencé, c'était encore rien. Mais aujourd'hui, on a fait juste une petite évaluation. Avec le branding qu'on a créé, l'entreprise est déjà à 15 millions de dollars. Wow. Okay? Juste après 6 mois ou une année. Juste une évaluation, 15 millions de dollars. Wow. Mais maintenant qu'on va commencer la partie commercialisation, maintenant il faut réfléchir combien ça va coûter dans le futur. Ouais. Raison pour laquelle nous appelons aux millionnaires, milliardaires congolais qui ont l'argent dans la banque que vous gardez, venez investissez dans des produits comme ça pour que vous puissiez avoir double, le quadruple de ce que vous avez investi et vous donner aussi la chance aux jeunes de pouvoir avoir un emploi et avoir une croissance économique que nous recherchons en fait. Effectivement, parce que l'entreprise engage déjà plusieurs personnes qui travaillent déjà dans la boîte. Exactement. Donc ça permet aussi à faire... Mais ici, nous voulons en fait commercialiser partout dans le pays. Aujourd'hui, nous sommes à Lubumbashi. Il y a un engouement terrible avec l'émission qu'on avait fait sur Caravia. Et il y avait vraiment un engouement terrible. Les gens veulent qu'on reste, les gens veulent qu'on commence à déployer. Mais on peut déployer que si on a un investissement qui va nous permettre d'avoir des bureaux, acheter beaucoup de matériel pour le mettre partout dans chaque point de vente. Raison pour laquelle nous demandons de soutien à nos frères congolais qui ont l'argent à venir investir dans la boîte. Si vous voulez nous contacter, on va vous donner nos contacts à la fin de l'émission. Comme ça, vous pouvez nous contacter directement et apporter votre apport à cet édifice qui veut vraiment changer cet écosystème de la technologie au niveau de notre pays, la RDC. Merci.
On a aussi parlé concernant le modèle économique qui sont mis en avant dans la technologie. Quels sont des moyens économiques que vous pensez que ça pourrait être idéal pour la RDC, surtout que vous avez passé du temps à comprendre en fait vraiment le système économique ici? Une très bonne question, mais je pense en cela, on ne va pas inventer la roue. Okay? On va suivre le modèle économique qui s'est fait dans des pays où ils ont eu beaucoup de succès, surtout avec les startups. Et là, notamment, je vais citer déjà les États-Unis. C'est Silicon Valley que vous voyez, ce n'est pas en fait une entreprise. Silicon Valley, c'était d'abord un milieu universitaire où il y avait des universités. Et après, c'est dans ça, avec Stanford University, qui s'est créé tous ces startups. Et il y a eu un engouement des investisseurs qui sont venus pour investir là-bas, et créer de leur bureau de financement afin de pouvoir commencer à financer des projets. Il y a deux modèles. Le premier modèle, c'est le modèle appelé le venture capitalist. Venture capitalist, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Ils ont créé un capital. Et ce capital-là, c'est un capital qui permet à financer juste le start-up. Mais c'est un financement à risque. Ce n'est pas un prêt. Que vous venez, vous me dites que non, Sylvain, je vous prête 30 000 $ pour commencer une entreprise. Et après, si je tombe faillite, je vais commencer à vous rembourser cet argent-là, même si je n'ai pas fait de profit. Non, c'est des capitaux à risque. Mais par exemple, dans le cas de notre pays, notre gouvernement a besoin de booster l'économie. Il peut peut-être avoir une taxe qui peut insérer, par exemple, une taxe minière, qui peut dire peut-être, OK, dans tout profit minier, on va juste prélever 1% qui permettra à financer juste les startups. C'est avec cet argent-là qui peut permettre à commencer de financer des startups. Et il y a aussi d'autres investisseurs qui sont dans des pays étrangers où ils trouvent que la RDC, c'est vraiment un pays qui a beaucoup de potentialité en termes d'abord de la jeunesse, parce que c'est 20% de la population en moins de 25 ans. C'est une jeunesse, mais ici, c'est une jeunesse vraiment aguerrie qui a la volonté de s'épanouir et de se développer. Ils se disent, OK, je vais venir investir dans ces ressources humaines pour pouvoir permettre à ce que cette jeunesse puisse avancer. Et ils peuvent venir se regrouper et créer aussi un capital qui va permettre à financer du start-up. Je pense que la Banque mondiale a déjà un système comme ça. On pouvait avoir les lettres. Il y a aussi la BDCO, je pense, la PAD, la Banque de développement austral ou quelque chose. Et ils financent aussi le FinTech à leur niveau. Il y avait aussi la Fondation Gates qui faisait ça. Mais ici, particulièrement au Congo, nous ne bénéficions pas surtout des investissements parce que ça se fait plus au Kenya, en Afrique du Sud, au niveau du Uganda aussi, Ghana et le pays en fait lui trouve de la RDC. Mais par contre, nous ne bénéficions pas de ces investissements. Raison pour laquelle je lance un appel au gouvernement de pouvoir établir vraiment, ce ne sont pas ceux qui établissent par exemple des fonds d'entrepreneuriat. Ces fonds-là, vous donnez un 5 000, 10 000 $ à un start-up. Il va faire quoi avec? Parce que juste à un 5 000 $, c'est un salaire d'un développeur, juste d'une semaine. Ok? Ça ne fera absolument rien, ça ne va rien ajouter. Par exemple, le vrai start-up, vous parlez en termes de milliers et de millions de dollars qu'il faut investir pour avoir vraiment un produit qui va changer des choses sur le marché. Après les venture capitalists, on a ce qu'on appelle les angel investors. Les angel investors, ça veut dire toute personne de bonne volonté qui est comme un ange. Il a beaucoup d'argent, ils veulent essayer de financer les startups ou bien de financer les jeunes pour permettre l'épanouissement. Et aussi, lui, il recherche aussi le profit pour permettre à ce que si les startups reçus, lui aussi va tirer dividendes. C'est ces gens-là qui ont beaucoup d'argent, qui viennent aussi dans le marché de la technologie afin de pouvoir investir. Donc, c'est ces deux modèles qui est souvent utilisé dans le monde occidental. Sans pour autant citer tout ce que je veux dire, organismes internationaux et tout ça qui ont leur programme approprié pour le pays pauvre. Qu'est-ce qui permettra à notre pays de pouvoir avoir le contrôle total de biens, de tout ce que nous avons comme matière première? Ok, je pense que c'est une très bonne question. Mais d'abord, essayons de définir en fait, pourquoi c'est très important à l'État d'avoir une visibilité sur le contrôle de toutes les exportations qui sortent au pays. Premièrement, c'est pour essayer de donner une valeur vraie de notre PIB. Parce que tu connais comment le PIB se calcule. Le PIB, ce sont en fait tous les produits que vous avez produits à l'intérieur et que vous exportez à l'extérieur du pays, et tous les services aussi que vous exportez à l'extérieur du pays. Le PIB est calculé en fonction de ça. Aujourd'hui, si notre gouvernement ou l'État
n'a pas les contrôles de toutes les exportations et aussi de tous les services que le Congolais fournit à l'extérieur du pays, cela aura un impact directement au calcul de notre PIB. Et pourquoi le PIB est important pour un pays? Le PIB est important parce que ça donne en fait les reflets de votre économie à l'extérieur du pays. Parce que si un investisseur aujourd'hui veut venir investir au Congo, il regardera juste les statistiques qui est données par la Banque mondiale en fonction du PIB pour en fait regarder le pouvoir d'achat et les niveaux de vie de notre pays. Si les reflets qu'on donne qu'un Congolais aujourd'hui vit avec moins de $1, ce qui est faux, parce que moi en tout cas, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que si tu regardes aujourd'hui les prix des denrées alimentaires et tout ça au niveau des supermarchés et autres, je te verrai que c'est trop cher. Si les Congolais vivaient de moins de $1, je pense qu'on aura eu peut-être la famine partout. Mais ce n'est pas le cas. Les Congolais, bon, je ne dis pas que les Congolais sont des riches, mais les Congolais quand même ont des moyens adéquats pour vivre du jour au jour. Et ces reflets-là, de que le Congolais vit avec moins de $1, c'est par rapport aux informations qui est fourni par les organisations ou bien par le gouvernement de notre pays pour dire voici le nombre d'exportations qu'on a fait, voici par exemple les services que nous offrons dans les pays extérieurs. C'est en fonction de ça qu'on calcule notre PIB. En revenant sur un point des investisseurs, déjà un investisseur s'il voit qu'un Congolais vit avec moins de $1, l'investisseur ne sera pas intéressé de venir parce qu'il sait que s'il met ce produit sur le marché aujourd'hui, il n'aura pas d'attraction. Les gens ne vont pas acheter. Et par contre, si on essaye vraiment de donner à notre État le pouvoir, de pouvoir contrôler toutes les exportations. Par exemple, parce qu'il n'y a pas que les exportations minières, il y a aussi les exportations agricoles. Okay? Le Congo, même si on dit que l'agriculture n'est pas à une hauteur très industrialisée, mais on produit quand même certaines quantités de produits tels que les cafés, on produit tels que par exemple des légumes ou bien des fruits, maïs et autres, qu'on essaye à moindre peut-être à faible taux d'exportation, d'exporter au pays. Et ça doit avoir un œil de contrôle de l'État. Si l'État arrive à contrôler tout ça et arrive à contrôler aussi les exportations en termes de mines, de produits bruts et autres, et aussi les services que le Congolais fournit aussi à l'extérieur, je pense que ça, on aura quand même des informations plus ou moins correctes pour que les organismes internationaux puissent calculer notre PIB et booster aussi l'image du pays à l'extérieur pour attirer ces investisseurs. Donc, on a la capacité aujourd'hui de fournir à l'État les outils qui vont lui permettre de contrôler toutes les exportations de produits miniers en termes de produits agricoles et autres pour que l'État puisse vraiment avoir des informations réelles et aussi, pourquoi pas, les services que d'autres Congolais fournissent dans des pays extérieurs pour essayer de changer notre image et attirer ces investisseurs que nous tous, on attend de désirer. Alors, en parlant même du contrôle, parce que c'est aussi un sujet très idéal, en parlant même du contrôle, parce que vous êtes une entreprise qui travaille en fait dans tous ces domaines-là, qui est le main sécure. On va essayer en fait même de faire la démonstration. Exact. Qu'est-ce que cela apportera en fait même pour les gouvernements? Parce que là, on va faire les tests, on va voir comment ça fonctionne. En parlant du contrôle, aujourd'hui, le contrôle humain est devenu imparfait. Exact. Donc, enlever déjà humain. Exact. La technologie devient le meilleur moyen pour pouvoir détecter, pour s'informer, pour avoir des informations au plus rapide, instantanément. Qu'est-ce que vous pouvez apporter par rapport à vos systèmes que vous avez mis en place à l'État ou soit à n'importe qui, au privé ou à des grandes entreprises en général? Exactement, une très bonne question aussi. Donc, en ce qui concerne MainSecure, MainSecure c'est l'un de nos produits phares à ALTech parce que, je le dis toujours, ALTech n'est pas un fintech comme on veut lui donner une connotation. Nous ne sommes pas que dans la finance, la technologie des finances. Nous sommes vraiment une entreprise à la base d'identité biométrique. C'est à partir des systèmes d'identité biométrique là que nous offrons des services dans chaque domaine. Par exemple, dans le domaine des contrôles d'accès, nous offrons un produit appelé MainSecure. MainSecure, ça veut dire que ta main devient ta clé. Donc, tu peux ouvrir une porte ou bien tu peux ouvrir un contrôle d'accès à partir de tes données biométriques. Donc, qu'est-ce que MainSecure peut apporter au pays? Généralement, comme j'ai dit que MainSecure, c'est un système de contrôle d'accès et le contrôle d'accès n'a pas commencé avec nous. Il faut d'abord retourner un peu derrière. On a des entreprises ou bien des particuliers ont des systèmes de contrôle d'accès qu'ils utilisent par exemple des lecteurs de cartes, qu'ils utilisent par exemple
des empreintes digitales. Et nous trouvons que ces deux méthodes-là, la plus utilisée aujourd'hui, ça a des défaillances. Parce qu'aujourd'hui, si tu utilises par exemple un lecteur de cartes pour avoir accès à quelque part, ça veut dire que cette carte-là peut être échangée demain. Tu peux donner à ton ami, tu peux donner à une autre personne. Et là, on n'arrive pas à contrôler qui vraiment était là. Et aujourd'hui, si on va avec la technologie des empreintes digitales, on a déjà donné les détails et les informations pour voir que les empreintes digitales n'est plus en fait le moyen le plus sécurisé pour identifier les personnes parce que tu peux l'effacer intentionnellement ou inintentionnellement. Et aussi, l'autre désavantage des empreintes digitales est prouvé par qu'aujourd'hui dans le monde, nous avons tout ce qu'on appelle épidémie. Par exemple, aujourd'hui, nous avons eu la Covid, nous avons eu le Mpox qui se transmet en fait avec la sueur. Et si vous avez un équipement comme le prélèvement des empreintes digitales, c'est tout le monde qui touche au même moment et on peut se transmettre ces maladies-là plus facilement. Et par contre, avec nous, avec notre technologie de veine palmaire, avec ces contrôles d'accès, on a un système qui permet à ce qu'on appelle touchless. Donc, vous ne touchez pas l'équipement, vous mettez juste votre main au-dessus de l'équipement, ça reconnaît votre identité biométrique et directement, ça vous donne le contrôle d'accès. Et ça, ces produits, nous les vendons premièrement dans des entreprises pour contrôler tout ce qui est contrôle d'accès au niveau des buildings et autres. On les vend aussi pour le particulier, pour toute personne qui a besoin de la sécurité dans sa maison, installer un système qui permet à contrôler l'accès de sa chambre, contrôler l'accès de sa maison à partir de sa paume de main ou à partir de sa sécurité. Nous offrons aussi ces services-là aux particuliers. Donc ça vient d'abord révolutionner. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui dans notre pays, on oublie les systèmes de contrôle. Le système de contrôle est très important parce que ça permet d'abord à faire la traçabilité pour savoir qui est entré, à qui est sorti et à quelle heure il est entré, à quelle heure il est sorti. Et ça permet aussi d'avoir la traçabilité, par exemple, de ce qu'on appelle break-in, break-out, qui veut dire qu'il a eu combien de temps de repos, il est retourné quand. Et toutes ces informations-là sont utilisées pour les calculs de ce qu'on appelle les KPI. KPI, c'est les Key Performance Indicator. Donc, dans le sens qu'aujourd'hui, si tu as ton entreprise, tu as tes employés, tu veux calculer, par exemple, le KPI ou bien leur performance qu'il fait au boulot, ces informations-là, de son temps d'arrivée, temps de sortie, temps de repos, ça te permet quand même d'avoir une idée de combien de temps la personne passe au service, et ça te donne quand même des informations pour voir, si cette personne passe 6 heures, 7 heures du travail, en fait, au retour, qu'est-ce qu'il a apporté dans ton boulot. S'il n'a pas vraiment apporté beaucoup, tu essayes à pouvoir mettre des méthodes pour essayer d'augmenter sa performance. Mais par contre, dans notre pays, on peut voir, par exemple, prenons un exemple au hasard, par exemple à la fonction publique. L'État paye des milliers et des milliers de fonctionnaires. Mais est-ce que l'État est capable de savoir si ces fonctionnaires-là, en tout cas, viennent au travail? Et même pas venir au travail, est-ce que si ces fonctionnaires-là travaillent vraiment? Et dans ça, on peut déjà voir que si l'État n'arrive pas à avoir une traçabilité sur le temps d'arrivée ou le temps de sortie des employés ou bien des fonctionnaires, il n'y a pas juste une perte, parce que les gens peuvent voir une perte en termes d'argent pour dire que l'État paye les gens qui ne travaillent pas. Non, il faut voir aussi une perte en termes des ressources humaines. Les ressources humaines, c'est très important. Cela veut dire que si l'État n'arrive pas à avoir cette traçabilité-là, il perd aussi les ressources humaines. Parce que ces ressources-là, leur énergie, leur force, pouvaient être utilisées à faire autre chose. Par exemple, ils peuvent utiliser à faire l'agriculture. Aujourd'hui, dans le pays, on a un problème de recensement. L'État ne va pas encore aller ressourcer ou bien prendre d'autres personnes pour faire ce travail. L'État peut utiliser ces fonctionnaires inactifs qui n'ont pas de travail bien spécifique, qui ont des matricules, pour aller faire ce travail-là parce qu'ils sont déjà payés pour ça. C'est comme ça que l'État doit augmenter la performance et cette performance-là va donner des gains à l'État. Il va donner des informations nécessaires qu'il a besoin, ça va augmenter la productivité et eux-mêmes aussi, ces personnes-là qui sont payées. Tu ne peux pas être payé et être à l'aise dans ta tête quand tu ne fournis aucun effort. Un salaire, un travail mérite un salaire, mais toi tu travailles et on te paye un salaire, tu ne travailles pas. Tu sais bien que tu viens juste pointer et rentrer à la maison. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la paresse. Et l'État ne doit pas encourager la paresse. Raison pour laquelle les systèmes pareils comme le Main Secure donnent cette vision globale à l'État sur la performance de chaque employé et permet à ce que les ressources soient utilisées dans de missions bien appropriées. C'est vraiment intéressant tout ce que vous venez de partager. Donc du coup, pour ne pas prendre trop parler, on va pouvoir passer par les tests, faire la démo et voir comment le matériel fonctionne pour que les gens comprennent vraiment exactement ce que c'est le matériel. Exact, c'est le moment de la vérité. On va aller faire une démo et c'est que moi je dirais toujours à nos jeunes, dans le monde de la tech, donc il faudra vous créer des partenariats.
Vous n'êtes pas obligé aujourd'hui dans le monde de la tech, vous ne pouvez pas faire du tout vous-même. Vous ne pouvez pas faire du software, du hardware, du middleware. Vous ne pouvez pas faire tout vous-même. Créer des structures, des partenariats qui permettra à ce que la collaboration avec les entreprises étrangères qui ont plus d'expérience côté hardware, vous amenez du software qui peut faire fonctionner ça, des applications, et en cela, vous créez une synergie que vous allez développer ce qu'on appelle produit. Parce qu'aujourd'hui, Jérémy, moi, je vais toujours dire à nos jeunes, c'est très bien d'avoir une idée. Une idée, on l'appelle seed. Vous commencez avec une idée. Mais une idée, ce n'est pas un produit. Pour maintenant développer un produit, il y a tant de processus, il y a tant de process qui permettra à ce que vous puissiez passer par là pour développer un produit et ce produit-là qui va devenir commerciable en fait, qui va être commercialisé sur le marché. Et en cela, je demanderai à l'État de pouvoir utiliser leurs ambassadeurs comme nous, comme les autres aussi qui évoluent dans des pays étrangers, afin de pouvoir utiliser leur plateforme dans des entreprises qu'ils ont travaillé pour attirer cet élan d'investissement. C'est ce que les Ivoiriens, c'est ce que les Nigériens, c'est ce que d'autres personnes qui sont là-bas ont fait, et pourquoi pas utiliser aussi vos fils du pays pour attirer à ces entreprises comme le Microsoft, les Cisco, qui ont investi déjà dans des pays comme des Kenya, du Rwanda. Ils ne sont pas venus là-bas juste eux-mêmes. Il y a en fait leurs fils du pays qui sont allés leur convaincre. Cette connexion aussi. Ce sont des experts. Exactement. Ce sont des gens qui maîtrisent bien le domaine, donc ils sont convaincus. Exact. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où c'est le business des convictions. Donc on doit convaincre une personne. Donc cette personne-là, on sait déjà qu'il travaille dans ce domaine. S'il te dit quelque chose, tu es censé croire. Oui, effectivement. Exactement. Et nous avons travaillé dans ces grandes structures. On nous connaît. Si on amène le message du Congo pour leur attirer, ça sera plus facile que d'autres personnes puissent aller parler à notre place. Mais par contre, vous avez une entreprise comme LTech, comme nous avons déjà créé une plateforme d'identité que l'État peut utiliser aujourd'hui pour les e-visas, il peut utiliser pour l'identification du recensement, il peut l'utiliser pour tout ce qui est carte nationale d'identité, il peut l'utiliser pour le passeport. Mais vous cherchez quoi d'autre? On a investi l'argent pour ça, mais utilisez. Au lieu de dépenser des millions et des millions pour aller dans des technologies qui ne sont pas plus modernes que la nôtre, mais pourquoi pas utiliser vos fils du pays et créer de l'emploi dès l'intérieur? C'est ce que nous vous demandons, c'est ce soutien-là, c'est cette collaboration-là que nous demandons à l'État congolais, afin de donner le boulot aux jeunes. Waouh, super. Allons-y, comme ça on va tester un main secure. Lui qui permet à faire le contrôle des systèmes d'accès. Ça permet à verrouiller le porte d'une entreprise, par exemple, mettre les standstill pour permettre que vous puissiez avoir contrôle des entrées et des sorties des employés. Et ça permet aussi, par exemple, dans les grands buildings, si vous voulez construire en fait des constructions modernes, des appartements modernes ou bien dans les data centers où la sécurité doit vraiment être au point, vous pouvez aussi utiliser ces systèmes pour permettre à ce que vous vous éloignez dans des systèmes de serrure à clé et d'aller dans des systèmes de ce qu'on appelle electronic lock, magnet lock. Donc vous placez des serrures électroniques qui permettent à ce que ces contrôles d'accès-là puissent s'ouvrir ou que ces contrôles d'accès puissent s'ouvrir à partir de votre paume de main. Donc pour expliquer comment ça marche, nous avons ce système ici qui permet à identifier en fait votre donnée biométrique de la paume de main. Et nous avons l'Electronic Lock Magnet qui est placé dans des portes pour permettre à fermer et à s'ouvrir quand l'identification est faite sur le système. Et nous avons un système de contrôle qui est caché quelque part. C'est lui en fait qui fait tout ce qu'on appelle le chef d'orchestre, qui orchestre à ce que ça soit connecté à là, et une application qui permet à faire l'identification et qu'au central, il y a des données à temps réel de quand tu es entré, de quand tu es sorti, et quand tu es à l'intérieur, il calcule aussi le nombre d'heures que tu as passé à l'extérieur. Et ça permet vraiment d'avoir une traçabilité directe. Et surtout dans les domaines sécuritaires aussi, par exemple comme dans des buildings sécuritaires et autres, vous avez besoin d'avoir cette traçabilité-là. Vous devez connaître tout ce qui est. Et aussi, ça a une caméra cachée aussi qui permet à pouvoir aussi faire les images de tout ce qui se passe aux alentours. Donc, c'est en fait ça le système. Donc, nous allons tester. Au lieu de le faire moi-même, je vais peut-être appeler une autre personne pour pouvoir faire un test. José, tu vas essayer de t'identifier pour voir. Donc, voilà, il va placer sa paume de main au-dessus. Donc, il place sa main au-dessus. Et voilà, le système est complet. Il lui demande maintenant s'il vient d'arriver de faire un check-in. S'il veut sortir, il va faire un check-out.
Si par exemple, il est dans son temps de repos, il peut faire un break-in, ça veut dire que je prends mon temps de repos et s'il revient, il fait un break-out pour calculer combien de temps il a eu au repos. Check-in, c'est quand il arrive. Check-out, c'est quand il veut repartir dans ce lieu en domicile. Donc maintenant qu'il a cliqué ça, c'est l'heure qu'il vient d'arriver, il fait un check-in. Voilà. Directement, ça reconnaît que c'est José et le lock s'ouvre. Bon, tellement qu'il a fait un peu de retard parce que quand ça s'ouvre, directement tu dois passer. Donc maintenant, tu t'identifies encore. Voilà, tu fais un check-in. Directement, ça s'ouvre. Il entre. Et on peut ressortir, passe à l'extérieur. Et là, quand vous êtes à l'extérieur, vous fermez, la porte se ferme, électroniquement aussi. Et quand vous voulez tirer, ça ne se tire pas, ça ne s'ouvre pas. Et directement, vous avez cet équipement qui est aussi touchless. Avant de sortir, ça va aussi lui demander de s'identifier. Je sais, mets ta paume de main dessus. Voilà, la porte s'ouvre. OK? Là, vous pouvez entrer de l'intérieur et on entre. Donc, c'est un système qui se permet juste à s'ouvrir à partir de ta paume de main. Au-delà de ces systèmes ici, est-ce qu'il y a des avantages? Est-ce qu'il y a encore plus d'avantages par rapport à ce qui est en train d'être juste ce qui est déjà testé? D'abord, ici, c'est la sécurité. OK? Ça te permet d'abord d'avoir le contrôle des entrées et des sorties dans des endroits sécurisés. Et ça te permet aussi d'avoir une traçabilité réelle, 2 heures d'arrivée, 2 heures de sortie, 2 heures du repos. Et ça te permet à calculer ton KPI des agents qui viennent travailler chez vous. Et toi-même, ça te donne cet assouplissement-là dans tes pensées que tu as un endroit sécurisé. Donc, ici, par exemple, avec nos systèmes de serrure, nos systèmes de clés, ça peut être dupliqué. Mais ta paume de main, ton identité, ne peut pas être dupliquée. C'est unique à toi. Okay? Tu ne peux jamais avoir le même veine que moi parce que nous prenons vraiment le palm vein. Donc les veines qui sont à l'intérieur de ta paume de main. Ça ne peut pas être dupliqué. Ça te donne vraiment une identité unique et ça permet à ce que tu sais, OK, s'il n'y a pas, je ne suis pas là, personne ne peut accéder dans cet endroit sécurisé. Est-ce que cela n'a pas des désavantages ou un problème de santé? Est-ce que ça ne pourrait pas causer de... Non, l'infrarouge utilisé, c'est un infrarouge ionisant qui n'a aucun problème de santé. C'est le même technologie qui est utilisée pour les scans, par exemple, quand nos mamans sont enceintes, par exemple, quand ils vont dans leur échographie et tout ça, c'est la même lumière pour voir le bébé, c'est la même lumière qui est utilisée. Vraiment à tester, ce n'est pas ionisant. Ça te permet juste à faire la capture d'abord des veines de la paume de main. Et pour l'identification, on n'a pas besoin de cette lumière-là. Pour l'identification, on a déjà un template qu'on a créé pour toi qui est sauvegardé sur ces systèmes. Et ce template-là qui permet en fait à mesurer en fait ton identité qui est sauvegardée sur les systèmes avec l'identité que nous venons de capturer. Donc c'est plus simple que ça. Simple en parlant, mais en termes de construction en fait de l'application et d'avoir cette technologie-là pour prélever la biométrie, c'est ce qui est complexe. Mais en utilisant comme utilisateur, vraiment très simple.